Cette semaine, aux Jeunes Explorateurs, un peu d'histoire sur les Premières Nations avec Archie Martin. L'émission qui suit est une présentation spéciale d'Explore VS. Amateur d'histoire et de généalogie, collectionneur de tableaux autochtones, guide touristique, organisateur de camps de survie, danseur et conteur, Archie Martin est l'un des premiers métis Mi'kmaq à avoir osé exprimer ouvertement son identité dans les Maritimes, sa région natale. Établi à Rigaud depuis plusieurs années, il parcourt régulièrement les écoles et organise des événements qui lui permettent non seulement de partager sa culture avec la jeune génération, mais aussi de démystifier la véritable histoire des Premières Nations. Monsieur Martin, qui participait récemment au seigneurial de Vaudreuil-Dorion, a par la suite accordé une entrevue aux Jeunes Explorateurs. Alors, Monsieur Martin, juste avant que vous parliez de comment les Autochtones se déplaçaient sur le territoire, c'était quoi leur place dans la société, dans Vaudreuil-Soulanges, mais aussi dans toute la Nouvelle-France? Comme que la Nouvelle-France est arrivée, il faut garder le contexte que la façon que les Français voyaient l'arrivée, ça avait beaucoup à faire avec les bassins versants. Ça avait beaucoup à faire avec les bassins versants, où il y avait des rapides. Où est-ce qu'il y avait un rapide? Probablement, il y avait une maison de traite. On va dire, la première que tu vas voir, c'est la Chine. Hein? Les Français appelaient ça un ha-ha. C'était obstruction dans la rivière. Nous, on a appelé ça peut-être un autre mot qui est autochtone, mais c'était pas un ha-ha pour nous autres, c'était où est-ce qu'on faisait un portage. Puis les Français, ils ont bien appris qu'il fallait faire un portage. Le prochain rapide qu'ils ont frappé, c'est Saint-Anne-de-Bellevue. Puis là, ils bâtissent une église, hein, c'est Durfee. Là, ils bâtissent une église, puis là, maintenant, ils veulent évangéliser les sauvages. C'est sûr que la question, quand il est arrivé les Jésuites, ils veulent évangéliser. Puis c'est pour ça qu'ils ont aussi fait la signature de la Grande Paix de 1701 à Pointe-à-Carrière, avec toutes les nations qui ont descendu. Puis ils ont signé la signature de la Grande Paix au mois d'août 1701. Là, maintenant, juste au bas des rapides, il y a la maison Navillard qui ont fait un poste de traite. Puis, comme on monte, le prochain qu'on voit, c'est Pointe-Fortune. Bien, il y en a une qui est placée, puis les Autochtones, ils sont souvent rendus là, c'est que c'est l'île aux Tourtes. L'île aux Tourtes, c'est une mission qui a été faite par la religion pour être capable de convertir les sauvages dans la religion catholique. Puis c'était vraiment aussi la porte d'entrée de Vaudreuil-Soulanges. Hein? C'est sûr que Baie-Durfee s'était rendu Trouty, l'église Trouty, puis la mission qui était à l'île aux Tourtes existe encore aujourd'hui, parce qu'ils l'ont transféré de l'autre côté de la rivière, qui est la Trappe-Toka. C'est sûr que dans le temps-là, les Autochtones, ils se concentraient où ce qu'étaient les Européens. Une autre place qui se concentrait beaucoup, c'était à Île-Perrot, à Pointe-du-Moulin. Pointe-du-Moulin, il se plaçait là parce qu'il était capable, on menait des choses pour échanger. Ça fait, tu vois, le mariage qui se faisait entre les Européens et les sauvages, c'est qu'eux autres, ils se mettaient amis, OK? Ils voulaient avoir
des choses, du fusil, ils voulaient avoir du tabac, les autres, ils ne fumaient pas trop. Le tabac venait d'ici, mais ils voulaient avoir du Saint-Doux, ils voulaient avoir du thé. Du thé, c'était vraiment apprécié par les Premiers Nations. Ils voulaient avoir aussi des boulets, OK, de poudre noire, toutes sortes de choses, du câble, toutes des choses qui étaient déjà des haches, des couteaux. Ils adoraient ça. C'est sûr, la concentration, ici, à Rigaud, en étant qu'il n'y avait pas de poste de traite, la concentration, ça a trouvé plus de bout de point de fortune. À McDonald Williamson House, là, tu as vu beaucoup de Premiers Nations qui ont été placés juste en bas des chutes. Puis, ils aimaient beaucoup aussi les haies, qu'ils appelaient les rapides, parce qu'ils pêchaient beaucoup là. Ça fait, il y avait deux choses. Il y avait le poste de traite, il y avait une belle place de pêche, il y avait une belle place qu'ils pouvaient camper, puis il y avait de la nourriture aussi qu'ils pouvaient chasser ici dans la montagne. Ça fait, ils ont vraiment un bel endroit pour passer une bonne partie de l'été ici. Ouais. Mm-hmm. Puis après les débuts de la colonisation, quand la société là, en Nouvelle-France s'est vraiment installée, comme par exemple quand la seigneurie de Vaudreuil s'est installée, puis qu'il y avait des gens qui habitaient là, est-ce que les Autochtones avaient, mais les Premières Nations avaient le même lien avec les colons ou ça s'est distancé à ce moment-là? Ça a changé un peu avec, comme que les Anglais avaient arrivé, c'est sûr que ça a changé, la relation, ça s'est gâté un peu. La religion, d'autres mots, ils ont dit, OK, ici, si on parle du secteur ici, c'était pas des Iroquois, de l'autre côté de la rivière, c'était des Algonquins. Puis, la trappe d'Oka, ils ont donné la terre aux Algonquins, d'où ce qu'on appelle la pinière. Puis, Kanesatake n'est pas une réserve, c'est un territoire. Ça veut dire, je vais t'expliquer quoi c'est une réserve et un territoire. Une réserve, ça a été négocié, ils savent comment grande qu'elle est. Mais ici, le territoire, ils ne savent pas comment grand qu'ils ont donné. Ça va toujours être un petit peu problématique ici de Kanesatake parce qu'ils peuvent s'agrandir. Une réserve ne peut pas s'agrandir. Ça a été négocié, puis c'est signé sur papier. Ça fait Kanesatake, c'est une réserve Mohawk, iroquoienne. Puis, comme je te disais tantôt, les Mohawks, ça vient des États. Puis les Iroquois, c'est des Autochtones canadiens. Mais on avait un autre Autochtone ici dans le coin, qu'il y a beaucoup de monde qui n'en parle pas. Ils n'en parlent même pas dans les écoles. C'était les Agniers. Les Agniers, c'était des Autochtones qui étaient très belliqueux, très guerriers, défendaient le territoire, puis qui étaient aussi cannibales. Des fois, ça surprend le monde. Quand on parle qui a mangé le père Brebeuf, bien, c'est eux autres. Ils l'ont tué, puis ils l'ont fait cuire, puis ils l'ont mangé. Le massacre de la Chine, bien, sur 200 personnes qui ont pris prisonniers, ils ont tout mangé. Puis, c'est qu'on voit assez creux dans l'histoire de la grande paix de Montréal, tu vas avoir beaucoup de surprises dans l'histoire qui ne veulent pas le compter, ils ne veulent pas le dire. Où est-ce que Carrière, c'était le deuxième gouverneur de la Nouvelle-France, Frontenac était le premier. Puis comme ils vont arriver, les autres nations, les Agniers et d'autres nations, étaient supposés emmener tous les prisonniers pour signer la Grande Paix. Bien, si tu vois dans les Écritures, les seuls prisonniers qui ont été ramenés, c'était des Français. Pas de prisonniers autochtones. Puis ils ont demandé comment ça se fait, vous n'avez pas emmené nos prisonniers, puis ça fait un gros froid, parce que le grand chef des Algonquins est mort au mois d'août à Pointe-de-Carrière. Puis ils ont fait un gros enterrement pour lui. Puis, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, la raison pourquoi on n'a pas rapporté des prisonniers autochtones, c'est qu'on va être franc avec vous autres. Il y en a qui ont été adoptés, puis la balance a été mangée. Ils ont été bien francs. Ce qu'on se trompe souvent quand on regarde dans les livres d'histoire, par exemple, au secondaire, par exemple, je pense à secondaire 4, on dirait qu'il y a comme deux périodes. La période des Premières Nations, puis après, tu as les premiers colons,
Puis les Premières Nations, on n'en parle plus, mais ils ont continué d'exister pendant ce temps-là. Ben oui, ils ont continué d'exister. La raison pourquoi tu vois tout de suite une différence, c'est à cause de la loi des réserves. Quand ils ont commencé à mettre des sauvages sur les réserves, ça a beaucoup changé. Par là, ils ne faisaient plus partie de la société. Je vais te conter quelque chose. Ça, il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas ça. Pour qu'un Autochtone ne paye pas de taxes, puis qu'ils ont été obligés de faire quelque chose d'assez spécial avec nous autres. C'est quoi ce qu'ils ont fait, les Européens? Ils nous ont déclaré tous des immigrants sur notre propre terre. Aujourd'hui, un immigrant qui vient ici, OK, ne vote pas, puis la plupart ne payent pas vraiment de taxes. OK? Ça dépend de quelles conditions qu'il vient ici. Ça veut dire, comme tu es un immigrant, tu deviens la propriété du gouvernement, dans le fond, puis tu ne votes pas. Puis c'est pour ça que les Autochtones ont rien commencé à voter à partir de 1960. On ne votait pas, nous. On n'avait pas le droit. Les femmes ont eu le vote avant les Premières Nations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réserves. Ils n'ont pas de boîte, ils n'ont pas de bureau de scrutin. Parce que le droit-là, c'est pas qu'ils nous ont élevés, c'est justement, ils nous ont déclarés immigrants. C'est comme ça qu'on ne payait pas de taxes. Un immigrant ne payait pas de taxes. Ça fait, on était des immigrants sur notre propre terre. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1877, le 1er juillet 1877, ça a été un changement majeur pour les Premières Nations, parce que tous les traités qui avaient signés avec nous ont tombé en négation. Ils ne les respectaient plus. Maintenant, on s'en allait vers le Dominion du Canada de Charlottetown de 1877, le 1er juillet. Ils ont installé ça. Il y a 4 provinces qui ont signé. Tout qui était au ouest de l'Ontario, c'était appelé incognito. Ils ne savaient même pas ce qui était là. Là, ils ont fait la loi, ces Indiens. En 1876, ils ont mis la loi, ces Indiens. Ils les ont mis sur la réserve. Ils ont fait une loi spécifiquement avec eux autres. C'est une loi assez raide. Si tu prends le temps, par jamais dans les écoles que la loi, ces Indiens, a été lue aux élèves. Moi, je ne l'ai jamais vu une fois. Ça fait comment qu'ils pensent que le monde de notre société peut comprendre une vie autochtone s'il n'a jamais lu la loi? Si tu as lu la loi, tu vas dire, OK, bien simple. Moi, ici, à Rigaud, ma maison, puis mes biens, je peux la léguer à mes enfants. Un Autochtone sur une réserve, sur la loi des Indiens, ne peut pas léguer ses biens à ses enfants, parce qu'il n'appartient pas à la terre qui vit dessus. Ça fait là, tu peux imaginer, ça change beaucoup. Par le gouvernement va dire, oui, ton testament, je veux le voir. Puis il va dire, ça, non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Ils ont fait une loi pour eux autres, puis ils étaient illettrés. Je suis le premier de ma famille qui sait écrire et lire. Tout le monde avant moi sont illettrés. Ça fait comment que le monde-là pouvait vraiment avoir une compréhension de quoi qu'ils signaient, de quoi ce qui était imposé eux autres. Ils ne savaient pas, eux autres non plus. Puis après ça, pour qu'on mêle plus les choses, là maintenant, les Autochtones de réserve ne contribuent plus à l'économie, ne contribuent plus à rien. Ils attendent, là, comme des mouches, pour se faire nourrir avec quoi que le gouvernement va lui donner. Alors qu'auparavant, l'économie tournait autour des Autochtones et des Premières Nations. Ben oui. Puis quoi ce qui arrivait aussi, il y avait des lois qui arrivaient parce qu'en étant qu'il n'y avait pas de prêtres ici, avant les prêtres arrivaient, avant que les premiers prêtres qui sont arrivés à l'est du pays, c'était les franciscains, ils appelaient les Récollets. Bien, eux autres, ils arrivaient, bien, ils n'étaient pas durs. C'était pas des prêtres qui étaient vraiment durs sur les Premières Nations. Là, ils ont tassé un peu de côté, puis ils ont mis les Jésuites des robes noires. Les autres, ça allait par là, OK?
Puis c'est eux autres vraiment qui rentraient, on va dire, si tu gardes l'histoire, les 7 martyrs canadiens avec les prêtres et tout ça, là, si tu vois vraiment la guerre de 7 ans, la scalp, la proclamation des scalps et tout ça, là, c'est quelque chose, là, on va dire, ça c'est toutes des choses qui ont dû être expliquées. Après la pause, Archie Martin rétablit les faits concernant certains événements et certains mythes. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale. Même, j'étais en Ontario le mois passé, puis il y avait une madame anglaise, je suis allé à l'école anglaise pour Upper Canada School Board District, parce que je fais mes présentations en anglais. Puis je lui ai expliqué à la madame, elle m'a demandé, ta coiffe représente quoi? Bien, j'ai dit, ma coiffe, c'est un roach, qu'il appelle. C'est des poils de porte-pique, puis c'était contre les scalps. Mais elle dit, comment contre les scalps? Bien, c'était pour pêcher que les Anglais nous scalpent. Mais elle dit, c'était les Indians that scalp. Non, non, madame, c'était pas de nos mœurs. Ici, à l'Est, on ne scalpait pas. Ça n'était pas aucunement de nos habitudes de scalper une autre personne ou scalper un autre autochtone. Bien, elle dit, ben non, elle dit, dans l'histoire, oui, bien, vous n'avez pas lu la bonne histoire, madame. Parce que si tu vas de la proclamation chez Scalp de Edward Cornwallis en 1749, il a mis la proclamation chez Scalp sur mon peuple. Les scalps, avant les scalps, ils nous coupaient la tête. C'était appelé des chasseurs de tête. Ça venait d'Europe. Puis, il y avait tant d'argent pour une tête indienne avec les cheveux. Puis, ils voulaient voir quoi qu'il y avait de l'air. Après ça, ils scalpaient nos femmes, nos enfants. Puis, Edward Cornwallis, lui, il voulait complètement éliminer. Puis, ils ont trouvé que les têtes, c'était trop pesant. Ils ont commencé à mettre la loi sur la bonté sur nos oreilles. Ça fait nous couper les 2 oreilles, il y avait 50 shillings pour 2 oreilles. Mais ils mettaient ça dans une petite poche. Ça sentait tellement mauvais. Il y en a, c'est des oreilles de cochon. Ils mettaient avec ça. Il y avait de l'argent, 50 shillings, c'est de l'argent pour les autres de ce temps-là. Puis, quoi ce qui arrive? Il a dit, non, on ne fait pas d'argent. Ils ont dit, quoi vous allez faire? Vous allez prendre les cheveux. Vous allez prendre votre couteau. Ils ont tous des couteaux de cou. Ils apportaient ça aussi. Ils prenaient le couteau, ils prenaient les cheveux, puis ils coupaient. Puis on a que ça ne les tuait pas toujours. Ça pouvait aussi, ils pouvaient vivre. Puis ils n'avaient plus de cheveux. Ils ont coupé la peau complètement. Bien, ça tuait beaucoup de monde, ça nous tuait tous, puis ils nous éliminaient. Puis ils prenaient nos scalps, puis ils les envoyaient à Montréal. Ils les salaient. Puis, ils envoyaient en Angleterre pour faire des cheveux pour les poupées. Et les fameux perruques de juge les boudins. Ça fait... Les Autochtones n'appréciaient pas ça. Là, on a commencé, nous autres, à scalper leurs fermiers, puis tout le monde qu'on pouvait pogner, qui était anglais, on les scalpait toutes. C'est ça qui les a forcés à les faire signer des traités de paix avec nous. Mais, en affaire, il faut que tu comprennes, c'est comme j'ai dit à madame, on est en 2017, puis si moi je vais à Nouvelle-Écosse, ma femme, mes enfants, puis quelqu'un me tue puis me scalpe, le gouvernement est obligé de faire un chèque de 50$ pour ma scalpe. C'est en cours de les livres. Ça fait, tu peux imaginer, ils n'en comptent pas beaucoup des écoles. Mais ils ne sont pas vite à changer la loi de Edward Cornwallis. Comme tu vois la vraie histoire, là, tu arrives, tu comptes ça dans une école. Les autres qui ont assez grand, ils pouvaient le prendre. Tu ne peux pas compter ça aux petits-enfants. Après ça,
Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Après la loi ces Indiens, là, ils ont dit qu'il faut sortir le sauvage de l'homme. Comment est-ce qu'on va sortir le sauvage de l'homme? Bien, les écoles résidentielles. Ça, c'était pour les Autochtones. Et pour les Français, c'était des orphelinats. Il faut que tu comprennes les deux. Les journalistes, ils comptent mal. Les Blancs ont souffert plus que les Autochtones, que des écoles résidentielles. Je vais te l'expliquer puis tu vas comprendre. Un orphelinat, avant l'orphelinat, c'est une crèche. Un bébé blanc vient au monde, l'enfant, il est donné à la crèche. Bien, tu passes une journée à la crèche. La journée après, tu es rendu à l'orphelinat. OK. L'Autochtone, lui, il va dans le nord, il prend le jeune, que ce soit une fille ou un gars, et ils emmènent plus proche des Blancs, puis les mettent dans une école résidentielle. Qu'est-ce qu'il fait? Coupe les cheveux. OK? L'habille comme des Blancs. Parle plus ta langue. Si tu parles ta langue, il faut que tu pinces ta langue. Ou tu te mets à genoux dans le coin sur du sel ou des pois avec les bras en croix. Ça, je l'ai fait faire souvent. Bon, moi, j'ai fait le couvent. Là, maintenant, l'Autochtone, il souffre, oui. Par contre, qu'il retourne à ses parents, il ne parle plus sa langue, puis il est fâché après ses parents. OK? Puis ses parents ne l'ont pas protégé. L'orphelinat, maintenant, va vous dire pourquoi c'était pire. La religion renaît les deux, hein? Que ce soit les écoles résidentielles et les orphelinats. Le gouvernement provincial, ici au Québec, payait 2 sortes d'argent. On va dire, pour un enfant normal, 2 piastres par jour. Pour un qui était mental ou déficient, 4 piastres par jour. Ça fait quoi ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oui, bien, on a des fous, puis on a des normales. Bien, qu'est-ce que la religion a fait avec le gouvernement? Ils ont déclaré la bâtisse un institut de fous. Ça fait tout ce qu'il y a à l'intérieur est fou, puis ils ont toutes 4 piastres pour chacun qui est dans la bâtisse, qu'on appelle les enfants à Duplessis. Puis ça arrivait dans les Maritimes, ça arrivait partout ça. Ça veut dire, l'Autochtone, il a souffert, mais il avait encore ses parents. Puis il n'y a pas un de l'orphelinat qui a été adopté. Personne adoptait un fou. Ça fait, eux autres, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas de leur, puis à travers l'adaptation qui a été parfait pour eux autres, puis ils avaient vu d'un contexte de famille normale, à place de vivre jusqu'à un certain âge d'un orphelinat, puis then après ça, ils te pitchaient de la nature comme un déchet. Puis dans le fond, les enfants autochtones, eux, grandissaient, oui, dans une école résidentielle, mais ils étaient avec d'autres enfants de leur nation, tandis que les orphelins étaient avec des gens qui avaient des besoins différents des leurs. Exactement. Ou c'est pire. C'est-tu pire pour nos propres mondes, ou c'était pire pour les Premières Nations? Moi, je dirais que c'était pire pour les enfants de Plessis. Par eux autres, ils ont perdu un droit fondamental d'être adoptés. Aujourd'hui, ils donnent de l'argent. L'argent pour essayer d'arranger les choses. Si tu n'arranges pas des affaires comme ça avec de l'argent, ça peut bien aider ceux-là qui sont très pauvres, là, mais on va dire, là, moi, je n'en connais, là, des Autochtones, des écoles résidentielles, ils ont reçu 15 000 $. 2 semaines après, il était mort. Il a bu jusqu'à temps qu'il est mort. Il a bu pour 15 000 $. Ça fait place de l'aider. C'est pas moi, psychologiquement, d'autres manières, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Là. Bien, ils ne l'ont pas aidé au donnant 15 000. Puis là, la famille dit, vous avez donné 15 000 à mon frère, la femme en dedans moi, ils ont donné 15 000 à mon frère, puis c'est bu à mort. Ça fait là, il a souffert toute sa vie, puis là, après ça, ils ont donné 15 000 $ pour qu'il se boive à mort.
Il était déjà alcoolique. Il est affecté mentalement, ce monsieur-là. Là. Tu sais, comment tu fais pour arranger ça? C'est très difficile. Puis les Autochtones, c'est tout l'aspect des réserves. Après ça, la loi sur les Indiens, ils ont été poussés. Ouais, ils ont été complètement poussés, oui. C'est sûr que les Algonquins, ils ressemblaient beaucoup des Européens. Ils ont la même chose que nous, quand on est arrivé ici. Nous, on était des Norvégiens, mais eux autres, ils arrivaient à peu près de la même place. Ça fait, pour dire qu'ils avaient un look comme Hollywood, non, ils ne semblaient pas ça. Il y avait du poil sur la face, puis ils sont mélangés avec d'autres différents métisés, avec d'autres nations qui ont déjà métisé. Ça veut dire sur le côté, justement, la semaine passée, il y a un monsieur qui m'a demandé « Depuis quand que vous êtes ici? » C'est important, ça. L'année passée, quand je t'ai répondu l'année passée, écoute bien quand je t'ai répondu. Moi, je t'ai dit 15 000 ans. C'est les seules preuves qu'on avait. On appelle 15 000 ans. Pourquoi tu me dis 15 000 ans? Bien, les preuves que j'ai, comme longtemps qu'on est sur la terre de la Tortue, à cause de la grosse pointe Clovis. C'est une pointe qui a été faite avec du silex, puis qu'on a trouvé ça ici, puis on l'a trouvé en Europe. On l'a daté à 15 000 ans. Puis une petite poupée, un petit bébé autochtone qui a été trouvé aux États-Unis, qui était momifié, enveloppé dans du cuir, puis avec l'orque d'olivier qu'on se peinturait à notre peau, qui a daté aussi 15 000 ans. Bien, on a eu une surprise cette année. Là, si tu te demandes la même question cette année, sais-tu quoi je vais te dire? 130 000 ans. Wow. Un gros saut, hein? 130 000 ans qu'on a été ici. Pourquoi? Parce qu'en Californie, ils ont trouvé dans une fond de rivière des os de mammouth. Puis tu sais quoi ce qu'il y avait sur les os de mammouth? Des coupures de hache. Activité humaine. Ça fait maintenant, on est positif à 100 %. On a fait ce qu'on appelle du carbon dating. On a fait des vérifications sur les os. Puis les os sont plus vieux que 130 000 ans. Puis il y a de l'activité humaine sur les os. Ça fait, moi je peux dire avec certitude, avec quoi ce qu'ils ont trouvé, ça fait 130 000 ans qu'on est ici. Le côté de l'histoire, l'histoire, il faudrait qu'elle soit toute réécrite. Puis, il faudrait que ça soit donné par du monde qui connaît ça. Puis, qui n'ont qu'une malice. Tu sais, à notre vengeance, là, c'est pas une question de vengeance, c'est une question d'expliquer notre culture, expliquer notre tradition et notre histoire. Puis, tout ce qui nous entoure, tout ce qui vient nous impacter, c'est quoi ce qui nous entoure. Puis où est-ce qu'on vit? Merci beaucoup, M. Martin, pour votre temps. Merci, ça me fait plaisir.